Alors, quel peut être le rôle des lieux culturels, des institutions culturelles face aux crises du présent? C'est une question qui nous est posée depuis quelques années à un rythme inédit. Nous avions l'habitude de voir nos programmes interrompus de temps en temps par des drames, des crises, des événements qui venaient bouleverser nos programmations et nos habitudes. Force est de constater que depuis plusieurs années maintenant, c'est plutôt le temps normal, c'est plutôt le moment où l'on fait ce que l'on a l'habitude de faire qui devient l'exception. Et nous sommes entrés dans des temps où les lieux culturels sont constamment sollicités, interpellés pour modifier leurs habitudes et faire face aux enjeux du présent. Ils le sont à deux titres, je dirais. D'une part, par la réalité elle-même, par les bouleversements majeurs qu'ont été ces 3 dernières années, une pandémie mondiale, une crise climatique qui n'est pas une crise, mais qui est vraiment l'entrée dans un processus irréversible, et ces derniers temps, une guerre en Europe que l'on pensait voir disparue depuis longtemps. Les institucions culturals en aquest món tan convuls que estem vivint, penso que tenim un rol molt important a jugar, no? Que podem tenim la capacitat no només d'utilitzar la cultura com un espai que dona sentit al fet de viure junts, no? La cultura té sobretot aquesta funció, la funció de donar sentit al fet de viure junts en un món cada vegada més fragmentat, no? On la pandèmia ha aïllat cada vegada més a cadascú a casa seva, no? Necessitem espais, no? Que vinculin el jo més individual i més íntim amb aquest nosaltres més col·lectiu en un món que té tendència, no? A tancar-se, no? I a tancar també la pròpia idea de futur, no? Jo crec que és importantíssim que les institucions fem servir el llenguatge que ens és propi, que és el llenguatge del cinema, és el llenguatge de la literatura, el llenguatge de l'art en general, per plantejar i obrir altres futurs possibles, no? En un món en què l'emergència climàtica, la guerra, les dictadures a diferents llocs del món, l'auge de l'extrema dreta, el que fan és negar-nos aquesta possibilitat de futur, i és importantíssim que des de la cultura s'obri un horitzó d'esperança. D'abord, souligner que ce ne sont pas seulement les crises actuelles qui ont transformé, qui ont fait bouger les limites d'intervention de nos institutions. Les artistes s'en sont chargés depuis très longtemps. Depuis très longtemps, les artistes jouent à modifier, bouleverser, ébranler les frontières de ce que l'on appelle l'art, les frontières de ce que l'on appelle la culture, et installer au cœur des galeries, dans l'espace silencieux et calme des Cimaises, des événements impromptus, des événements irruptifs. Au fond, c'est aussi ancien que l'histoire de la performance, par exemple. Donc, cette obligation qui nous est faite de modifier les frontières de notre intervention, elle vient faire écho à un mouvement intérieur aux arts et aux formes de création contemporaine qui s'interroge aussi sur ce que c'est que l'art, sur ce que c'est que la culture, sur les connexions qui se nouent entre l'art et la politique. On a même inventé le mot d'artivisme pour désigner précisément cette frontière mouvante. Però en els últims temps és cert que des dels diferents espais culturals i dels diferents espais museístics del món hi ha una reflexió molt profunda que ve molt provocada per la transformació tecnològica i pel fet que s'ha trencat d'alguna manera, no? aquesta barrera de les parets dels museus, no? S'ha trencat la barrera entre el que produeix cultura i el que la consumeix, que ha trencat d'alguna manera el vincle entre el programador i els seus públics. I jo crec que és un procés molt interessant, és probablement la transformació, la revolució més profunda que ha patit el món de la cultura en l'última dècada, no? La manera com es produeix, com es genera, com es crea, com es distribueix el coneixement, no? Ha quedat profundament alterat per la transformació tecnològica, i això ha obligat els museus i els espais de generació de coneixement a relacionar-se d'una manera diferent amb les seves audiències i amb els seus públics. Le rôle de ce qu'on appelle traditionnellement la médiation dans les institutions culturelles ne cesse en réalité d'évoluer. Et heureusement,
il y a longtemps que la médiation ne se réduit plus, ne se ramène plus à une parole surplombante, à une parole magistrale qui viendrait enseigner à une foule silencieuse le sens d'une œuvre d'art. Les formes de médiation, les modalités de médiation, la manière d'accompagner les publics vers les œuvres se sont multipliées, se sont différenciées. Pour autant, c'est vrai que la conjoncture actuelle vient renforcer cette exigence de transformation. Je pensais au titre de cette très belle conférence de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, conférence qui s'appelait « The Danger of a Single Story », le danger d'une histoire unique. Et au fond, c'est-à-dire l'idée qu'il faut, à propos des œuvres comme des personnes, multiplier les histoires, tenir compte de la complexité des histoires, de leur division, de leur entrelacement, de leurs contradictions parfois, pour parvenir à en saisir le sens. Et la médiation vis-à-vis des œuvres pose le même type de problème aujourd'hui. Il faut faire face au danger de l'histoire unique, il faut changer les formes d'histoire, ce qui n'est pas une manière de supprimer l'histoire ancienne, mais au contraire de l'enrichir. En un món que té tendència a tancar-se, a aïllar-se, no? On es proliferen les bombolles digitals també, no? Necessitem ampliar, no? el número de registres, el número de veus que són possibles dins dels espais culturals i, per tant, totes les programacions de mediació van en la línia, no? D'incorporar el màxim nombre de veus i de perspectives i de mirades possibles sobre el món. J'aime beaucoup l'utilisation du mot d'utilisateur. En français, on dit aussi d'usager, pour parler des institutions culturelles. C'est le philosophe français Gilles Deleuze qui écrivait dans un entretien « Nous n'avons pas besoin de comités d'experts, ce qu'il nous faut, ce sont des associations d'usagers ». C'était assez provocateur parce que finalement, quand on parle de l'utilisateur ou de l'usager, on semble suggérer qu'il y aurait une sorte d'instrumentalisation de la culture, un usage de la culture qui n'est pas le sien. Parler de culture en termes d'usage, c'est finalement sortir de l'idée que les œuvres, cela se contemple, cela se regarde, cela s'admire. Bon, eh bien, on peut aussi en faire usage. On peut aussi en faire usage, c'est-à-dire les intégrer à titre d'outils ou d'instruments à une transformation de sa propre vision du monde. L'essència de la relació entre els museus, els espais culturals i els seus públics és la del vincle. No? Jo crec que realment s'ha trencat aquesta distància o aquesta jerarquia que en algun moment podia haver existit entre la programació o el museu que dictava, no? Quin era el relat hegemònic, no? Que s'havia de tenir per entendre que s'ha obert aquesta discussió i aquest debat i que en aquests moments el que hem de reivindicar és la capacitat que tenen els espais culturals de generar vincle. No? I generar vincle vol dir que van les dues direccions, no? Que no només va en la direcció del museu cap al seu públic o cap als ciutadans, sinó que també els ciutadans i els públics dels museus generen programacions, vinculen, ens interpel·len, no? I també d'alguna manera transformen la pròpia institució cultural, i aquest és el moviment més interessant que està passant en els últims temps, no? Entendre que hem de ser espais oberts de vincle, de traducció de mons diferents, no? Espais que aspirem a ser d'alguna manera cruïlles de mons, no només espais de prescripció i de difusió d'un coneixement prèviament establert, sinó que són espais d'assaig d'altres mons possibles, d'experimentació, no? De compartir coneixement i també de llocs de trobada. No? I crec que aquest rol és cada vegada més important. Les lieux culturels sont peut-être des lieux, oui, de raréfaction, d'orientation, de construction de l'expérience culturelle, là où les réseaux sociaux et les pratiques numériques de façon plus générale brouillent en permanence les pistes. Et puis ce qu'il faut dire aussi sur ce sujet, c'est que bien sûr les réseaux sociaux changent aussi la communication, la discussion entre les lieux de culture et leurs utilisateurs. Ils permettent aux utilisateurs de s'exprimer sur le même ton que les lieux culturels. Je prendrai un exemple, c'est la question de la prescription. Qu'est-ce qui fait venir les publics à une exposition? Eh bien, on sait maintenant que ce qui fait venir les publics à une exposition, ce sont d'abord et avant tout les avis
des autres visiteurs. Ça n'est pas la publicité que le musée va faire de son exposition sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui va déclencher la venue des visiteurs. Ce sont les avis des pairs. Et ça change tout, évidemment. Ça veut dire que la relation verticale entre le musée et son public doit s'insérer dans une relation beaucoup plus horizontale, beaucoup plus risquée d'une certaine manière, entre les publics eux-mêmes, avec les publics eux-mêmes. Donc les modalités de cette communication ont très profondément changé. En aquest magma d'informació, de proliferació d'informació a les xarxes i a internet, etc., una de les principals funcions dels espais culturals és el de donar sentit i donar ajuda a navegar, no? en aquest magma d'informació que a vegades també pot ser molt confús i molt cacofònic, d'alguna manera. No? El que nosaltres també tenim comprovat és que, sobretot per les generacions més joves, l'experiència virtual i presencial ja està totalment integrada. No? Ja no hi ha diferència entre l'experiència presencial i l'experiència virtual d'un museu, i això transforma absolutament de dalt a baix la nostra essència. No? Abans miràvem per internet quina exposició volíem anar a veure i després l'anàvem a veure. En aquests moments la nostra experiència virtual i presencial dels llocs culturals ja està totalment integrada i barrejada, i això transforma radicalment la nostra manera d'estar en el món. Jo crec que la pandèmia ens ha reforçat la necessitat d'estar junts. No? Ens ha recordat com d'important és el contacte físic i real amb el nostre entorn. No? Jo crec que hi va haver un primer moment que tots vam pensar que això seria un rellançament de la nostra vida virtual i de la intensificació de la vida digital, i segurament el món va cap aquí, però nosaltres hem de reivindicar la cultura essencialment com un espai de presencialitat i de vincle entre persones desconegudes, que altrament dins de la comunitat digital probablement no es trobarien. No? I per tant, jo crec que els dos escenaris són absolutament compatibles. No? La necessitat d'una presència més enriquida en un món virtual, que és el món que ve, i alhora seguir reivindicant la importància fins i tot política dels llocs culturals com espais de trobada, com espais de confrontació amb la diferència, de confrontació amb allò imprevist, que és també el paper de la cultura. I crec que la pandèmia també ens va confrontar amb un món que era totalment desconegut, i això la cultura, com deia el Mati abans, ja és molt precursora, amb aquesta capacitat d'inventar mons desconeguts, d'exposar-nos a mons potser inimaginables, i aquesta capacitat de multiplicar la imaginació d'altres mons possibles és una mica el nostre rol, i l'hem de seguir fent de manera presencial. Il m'arrive d'expliquer à des étudiants que s'il faut venir au musée, c'est qu'on y trouve des expériences 3D comme nulle part ailleurs. Non pas parce que les musées se seraient équipés en expériences numériques, mais parce qu'un tableau, c'est une réalité en 3 dimensions. Et que lorsqu'on consulte un tableau sur Internet, lorsqu'on en voit la reproduction sur son écran, on perd un certain nombre d'éléments essentiels, qui sont premièrement sa taille du tableau, et ça n'est pas rien, ça n'est pas indifférent de savoir si le tableau est une miniature ou un grand format. Deuxièmement, la possibilité de tourner autour, car même les tableaux se laissent tourner autour. Et le XXe siècle a bien montré que la position du spectateur en point fixe, en symétrique du point de fuite, n'est que l'une des positions possibles vis-à-vis du tableau. En réalité, les tableaux se laissent voir de plusieurs côtés, sous plusieurs angles. Et puis, ce qu'on va perdre lorsqu'on consulte la reproduction du tableau sur son ordinateur, c'est le rapport de son propre corps au corps du tableau. C'est-à-dire que non seulement, même dans les expériences où on peut se rapprocher avec sa souris du tableau ou s'en éloigner, eh bien, ce n'est pas soi-même, avec sa propre physicalité, que l'on mesure à la toile. Et en ce sens, être face à un tableau de Rothko, par exemple, c'est une expérience incomparable parce que, eh bien, on se mesure en tous les sens du terme, à la force et à la spiritualité du tableau. On se mesure au sens de l'échelle, mais on s'y mesure aussi au sens d'une confrontation où c'est le corps tout entier
qui est mobilisé et qui est sollicité pour répondre, en quelque sorte, à la vibrance de la toile, à la vibrance des couleurs, telles que Rothko les a voulues. Alors bien sûr, je prends là un exemple extrême, et on sait que dès le début du XXe siècle, le cubisme a commencé à compliquer les rapports entre le tableau et la sculpture, par exemple, en produisant des objets qui ne sont ni exactement des tableaux plats, ni tout à fait des sculptures en 3 dimensions. Donc l'art moderne a joué avec cette question de la profondeur, de la dimension, etc. Mais je dirais que même un tableau rectangulaire dans son petit cadre est une expérience 3D incomparable, et pour la faire, il faut venir au musée.